Si vous avez des questions. Une question par rapport aux réunions justement d'information, puisque mis à part les assemblées générales où on explique les comptes, les trucs, où je pense qu'il y a très peu de personnes qui viennent dans les assemblées générales de club, m'arrêtez si je dis une bêtise, cette réunion d'information, est-ce qu'elle doit être faite pendant l'assemblée générale ou la provoquer à un autre moment, et comment on s'y prend pour avoir du monde? Mais l'assemblée générale, c'est un petit côté froid qui fait que moi je vais pas aux assemblées générales. Non, mais. Ça, en fait, tu as loupé le train. Oui. Non, mais comment? Non, mais l'assemblée générale a un petit côté très formel, trop formel qui refroidit les gens, hein, clairement. Donc, moi je pense qu'on peut organiser des. Alors, réunion, c'est peut-être un bien grand mot, mais autour d'un repas, autour d'une soirée, enfin le lancement d'une soirée, 10 minutes en lançant une soirée, 10 minutes en lançant un repas, voilà. Mais effectivement, il faut éviter le formalisme du AG quand même, je pense. Il peut se passer plusieurs choses. Il y a d'une part, on se rend compte que lorsqu'il y a énormément d'anciens dirigeants dans un club, les gens n'ont pas envie les nouveaux n'ont pas envie d'y aller. Voilà. Quand il y a ouais, c'est dommage, hein, mais on le constate souvent. Hein. Quand il y a un noyau très dur, on a l'impression on a l'impression qu'on ne peut pas entrer dans le cercle. Je sais que c'est des choses qui sont remontées. Voilà, on se dit, bon, ils sont là depuis 20 ans, ils ne veulent pas lâcher le truc, on va les laisser. Comment? Des fois, mais c'est très rare, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est très rare. Oui. Dans les statuts du club, en fait, on fait toujours un tiers sortant chaque année. Ce qui permet aussi de faire un renouvellement. Certains vont prendre un petit peu de recul quelques années avant de revenir. L'histoire du tiers sortant, pour le moment, se passe bien. On arrive toujours à avoir en fait, ces 12 personnes-là qui évoluent, qui changent. Bon, on a toujours le noyau dur, effectivement, mais au niveau sénétration, on peut être toujours aussi. Après, nous, la prévue dans les statuts, c'est aussi une possibilité. Mais c'est sûr, dans le conseil d'administration, c'est dans quoi ça? Le statut du club, tu sais, d'accord. Le règlement. Mais c'est un tiers tournant dans quoi? C'est un tiers du renouvellement des bénévoles. Tous les 4 ans, en fait, il y a élection. D'accord, mais des postes de président. C'est ça, ouais. Oui, sauf que il faudrait pas raisonner uniquement sur le président, sur les présidents et les postes, voilà. Mais c'est une très bonne remarque, mais je pense qu'il faudrait raisonner en termes de même les dirigeants qui n'ont pas de responsabilité. On les oublie. Mais oui, et comme je disais, c'est lié au fait qu'il n'y en a pas. Hein. Déjà qu'il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de parents. Et alors il y a un phénomène. Alors déjà il y a l'augmentation des familles monoparentales. Alors ça diminue le nombre de parents au bord du terrain. Donc ça c'est une réalité. Et il y a aussi la montée de l'individualisme aussi. Et les parents maintenant, ils suivent même plus leurs gamins. C'est devenu un peu. Ça peut être la garderie. Voilà. Oui, c'est vrai. On a souvent les deux extrêmes. Ouais. Donc c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est très très difficile. Quand les engage le championnat, en général, on leur demande dans le championnat, même critérium, d'éventuellement venir une fois accompagner leurs enfants. S'ils sont 5, voire 6 ou 7, c'est chacun leur tour qui emmène. Mais ça, c'est une bonne démarche que j'ai pas mis dedans, mais je ne sais pas pourquoi. Il paraît tout à fait normal et ça libère les parents qui ont fait déjà un tour. Je pense que c'est une très bonne démarche qui peut être généralisée sans que ça devienne trop contraignant. Voilà, il ne faut pas que ça devienne une corvée. Je pense qu'on peut vraiment faire ça. Ça peut être une très très bonne démarche. D'une des dernières remarques que j'ai faites concernant le fait que la Fédération française de tennis de table et le tennis de table en général n'est pas une politique plus transversale,
et que vous êtes encore, c'est pas du tout un défaut, encore très compétition. Alors je sais que vous êtes longtemps battu pour que ça devienne, qu'on reconnaisse le tennis de table comme étant un vrai sport. J'ai fait mes recherches. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous faites partie des compétitions, des fédérations qui restent très logiques traditionnelles, la compétition. Le problème, moi je pense, c'est qu'on est une fédération de clubs, mais ça on ne peut pas le décider. Et qu'on est reconnu comme l'un des sports les plus pratiqués en France. Hein, 90 millions de tables de tennis de table vendues. Donc il parle de, je sais pas, entre 2 millions et 3 millions de pratiquants tous les ans. Le problème, c'est comme on est une fédération de clubs, il faut mettre le pied dans un club pour pouvoir jouer. À un moment, si on ne passe pas outre ça, on n'avancera pas. Moi, je pense pas, c'est pas à nous de décider ça, parce que c'est carrément dans les structures et carrément en assemblée générale, et c'est un problème structurel. Et on peut pas, il faudrait qu'on puisse aller chercher les gens qui jouent chez eux sans qu'ils puissent rentrer dans un club, c'est-à-dire qu'ils puissent se licencier en appartenant à personne, en appartenant qu'à eux. C'est-à-dire que s'ils ont envie d'aller faire un tournoi, on est à Nevers, ils ont envie d'aller faire un tournoi à Varennes-Vauzelles parce qu'ils ont un tournoi, il est ouvert à tous. Par contre, il faut qu'à ce moment-là, ils prennent une licence, mais qu'ils n'appartiennent pas à un club. Le problème, il est là, c'est qu'on est une fédération de clubs, et qu'à un moment, tous ces gens qui jouent dans les sous-sols, qui jouent dans les campings, etc., qui jouent dans les caves, où ils veulent voler, eh ben, ils sentent, certains, je pense, ils ne veulent pas appartenir à un club. Ils veulent faire une compétition, un tournoi comme ça. Mais pour faire un tournoi, un vrai tournoi, il faut être licencié. Donc être licencié dans un club. Et là, si on veut aller chercher ces gens-là, si on veut changer, il faut qu'on puisse aller chercher ces gens-là. Mais il faut qu'on ne soit plus une fédération de club. Il faut qu'on soit une fédération mixte. Et bon, après, c'est pas à nous de décider, mais je pense que c'est peut-être le distage. Alors, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question sur la dimension transversale. Et là encore, c'est un peu compliqué d'aborder ces questions-là, y compris avec les gens des fédérations. Ils ont du mal à oublier le mot compétition, en fait. Sur notre fédération, après, on a une partie loisir, il y a une partie nomination, une porte ouverte, donc on a autre chose que la compétition. Après, il y a différentes représentativités à avoir dans les différents publics qu'on a. On a quand même une palette suffisamment étendue dessus. Après, c'est au niveau des clubs qu'on arrive à pouvoir mettre, structurer et mettre en place ce panel de... Loisir, compétition, on n'intègre pas, moi j'entends par transversal, c'est-à-dire intégrer le sport dans d'autres grands secteurs de la vie, sport et insertion sociale, sport et environnement, sport et éducation. Et cette dimension-là est un peu absente Il y a un vrai travail, à mon avis, à faire. Il y a des fédérations qui le font. Alors, je ne sais pas si la Fédération française de tennis de table conventionne avec d'autres fédérations. Par exemple, je sais qu'il y a UFOLEP, UNSS. Concernant donc, les modalités de pratique, est-ce que vous avez réussi à développer d'autres variantes du sport? Ou alors, parce que c'est un peu comme le basket, c'est un sport où voilà, le basket, panier à 3,06 m, tu fais 3 pas sans dribbler, t'as marché. Voilà, c'est des sports où les règles du jeu et la dimension, les terrains, etc., réglementaires, c'est très important. On ne joue pas au tennis de table sur des tables de 8 mètres sur 8. Mais est-ce que vous arrivez à... Donc, de ce côté-là, vous êtes un peu désavantagé, parce qu'évidemment, c'est difficile de varier les modalités pratiques, mais encore une fois, je ne sais pas, mais je lance encore une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un autre type de pratique? Ah si, dans tout, tu fais une soirée crêpe et tu viens chacun un poil et tu mets une poil. On a développé des outils un peu comme le tennis, avec des balles différentes, des raquettes différentes, notamment pour amener les parents. Donc, certains parents s'occupent du baby. Il y a la société Decathlon aussi qui a créé un Ah, j'ai vu ça. qui s'adapte à toutes les tables, ovale, triangulaire, J'ai vu. Ça, c'est pas Ça mal. dépend de l'épaisseur, mais oui. Le Ça, c'est pas mal. Par contre, sur les jeunes, là, pour revenir à ce que tu disais, les balles, etc., pour moi, c'est une autre démarche, puisque c'est éducatif.
voilà, c'est plus facile. Mais je prends l'exemple du basket, là, qui va lancer un autre sport, là. Ils vont lancer, comment ils appellent ça? Les 3 contre 3. C'est tout simple, en fait. Ils vont lancer des 3 contre 3. Donc, ils ont cherché, hein, parce que je peux vous dire que le basket, panier à 3-0 aussi, enfin, je ne fais pas le truc. Ils ont cherché à développer autre chose, et ils ont eu l'idée de développer le basket à 3 contre 3, donc ça va être sur un demi-terrain, et avec des compétitions ouvertes et des classements individuels. C'est-à-dire que voilà, tu te pointes à 3 à un tournoi, chacun son classement, et il y a un autre tournoi là-bas, tu réunis 2 autres potes, tu te pointes, voilà, et voilà, pour développer une pratique, pour aller chercher le public de la rue, enfin les basketteurs de la rue. Donc vous voyez, c'est une démarche qui montre un peu les efforts qui sont faits. Je ne dis pas que vous ne faites pas d'efforts, mais vraiment une réflexion menée, et il faut regarder ce qui se fait dans les autres fédés aussi pour voir. Je crois que c'est un très bon exemple. Ouais. Personne n'avait entendu parler de... Voilà. Donc c'est un très bon exemple pour une fédé où, encore je répète, la fédé de basket, où les règles du jeu ne s'improvisent pas. C'est une démarche qui... C'est la cohabitation entre le bénévolat et le professionnel. Là, c'est un point très sensible, évidemment, sur lequel je n'ai pas osé m'étendre, je n'ai même pas évoqué, en fait. C'est un point très sensible parce qu'en fait, là, on touche directement les relations humaines et le management. Ça va au-delà d'une stratégie de recrutement et de fidélisation de ces gens bénévoles. Là, ça va être du relationnel, et j'ai envie de dire, ça va être au président, ou alors je ne sais pas, celui qui joue le rôle de bien cadrer les choses. C'est-à-dire, le salarié, il est salarié, mais son rôle c'est ça, et le bénévole, c'est pas parce qu'il est bénévole qu'il est moins que. Et on a souvent un problème de... Alors il y a plusieurs choses qui se passent. On voit des dirigeants bénévoles qui font un complexe d'infériorité face aux professionnels, alors que il n'y a aucune raison, et que de deux, des fois même sur des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà, on fait un complexe. Il y a une notion de hiérarchie en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre un professionnel et un bénévole. Et on se rend compte qu'en fait, des fois, alors pour le professionnel, il se sent au-dessus, et aussi les bénévoles se sentent en dessous. Voilà, moi je suis bénévole, et c'est pour ça que je le disais qu'il faut valoriser. Le bénévole, il n'est pas payé, mais il faut le valoriser. C'est-à-dire qu'il fait un travail, un travail de professionnel, mais... reconnaissance. Voilà, il faut de la reconnaissance. Plus que pour un professionnel, parce que lui, il en a pas besoin. Ouais, il en a besoin, mais enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que là, sur ce point, c'est des relations... évidemment, donc ça peut freiner des bénévoles à s'engager. Tout dépend... l'aura ou la place du salarié, c'est de notre attention.